Préparation du zinc par électrolyse. Suite aux 3 étapes qu'on a vues précédemment, on est passé d'un minerai de blinde à un minerai de calcine, ZNO, à une solution contenant Zn2+, et plusieurs impuretés, et finalement on a fini par obtenir une solution ne contenant plus que Zn2+, et Mn2+. À partir de là, on va faire une électrolyse. Alors imaginons qu'on vous pose ça comme un exercice. Si on vous disait, premièrement, faites uniquement l'étude thermodynamique. Donc, du seul point de vue thermodynamique, si on met une solution de Zn2+, en milieu acide, puisque après la lixiviation, on est en milieu très acide, si on met une solution de Zn2+, et de Mn2+, en milieu acide, quelle est la réduction qui est la plus facile à réaliser thermodynamiquement? Essayez de mettre pause sur la vidéo et essayez de trouver par vous-même, juste en utilisant la thermodynamique. Thermodynamiquement, l'oxydant le plus fort ici, c'est H+, puisqu'on est dans une solution très acide. Donc c'est ni Zn2+, ni Mn2+. Et comme ici, le seul réducteur qu'on a, c'est H2O, eh bien, thermodynamiquement, la réaction la plus facile, c'est la réaction de H2O avec H+, qui fait H2 et O2. Donc finalement, la réduction la plus facile, ce ne sera pas Zn2+ en Zn, mais H+ en H2. Et quand on va faire l'électrolyse, on n'arrivera pas à obtenir ça, puisqu'on aura d'abord H plus H2 qui se produit. Mais heureusement, la cinétique va nous permettre de faire quelque chose qui n'est pas prévu par les lois de la thermodynamique. On présente ici les courbes cinétiques des couples mis en jeu. Et pour H plus H2, on le présente dans 2 cas. Sur électrode de platine, ici, on a la vague de réduction de H plus H2. Et sur électrode d'aluminium, ici, la vague de réduction de H plus H2, qui est décalée parce qu'il y a une forte surtension sur électrode d'aluminium, une surtension cathodique seuil pour le couple H plus H2. Maintenant, si on veut faire l'électrolyse qui permet de faire d'un côté H2O O2 et de l'autre côté la transformation de Zn2+ en Zn, selon vous, quelle cathode va-t-il falloir utiliser? Une cathode de platine ou une cathode d'aluminium? Mettez pause sur la vidéo pour répondre et je donne le résultat dans quelques instants. Bien sûr, ici, il va falloir utiliser une cathode en aluminium, de façon à ce qu'il n'y ait pas la réaction H plus H2 qui se produise avant que la réaction Zn2+ de Zn se produise. Parce que si on utilise la cathode de platine, ici, pour une tension seuil petite, on voit qu'on arrive à faire H plus H2 avant même qu'on ait réussi à faire Zn2+ Zn, et donc cette réaction va venir parasiter complètement l'électrolyse. Si par contre on se met sur cathode d'aluminium, comme cette vague-là, elle est très décalée vers la gauche, eh bien je vais pouvoir mettre une tension telle que on est ici l'oxydation de l'eau, ici la réduction du zinc, mais pas la réduction de H+ en H2. Représenter sur le graphique la tension seuil, représenter également les surtensions anodiques et cathodiques de fonctionnement pour un courant d'électrolyse I, ainsi que le terme E anode moins E cathode en fonction. Donc là encore, je vous laisse le faire pour vous entraîner et je donne le résultat dans quelques instants. Donc ici, si on place une valeur I arbitraire d'intensité ici, alors le point de fonctionnement anodique, ce sera là, et la surtension de fonctionnement anodique, elle sera comme ceci pour pouvoir avoir cette intensité-là. Et le point de fonctionnement cathodique ici, pour un courant cathodique moins I, il sera ici avec donc une surtension cathodique de fonctionnement qui va de là à là. Ce qu'on appellera la tension seuil de l'électrolyse, ce sera juste l'écart entre les deux débuts des vagues. Et par contre, la vraie différence de potentiel entre les deux bornes, E anode moins E cathode, elle sera entre les deux entre les deux points de fonctionnement, ici anodique et cathodique. Expérimentalement, quand on fait cette réaction, on utilise une anode en plomb, une cathode en aluminium. La cathode, elle va se recouvrir de zinc pur, qui présentera lui aussi une surtension favorable du même ordre de grandeur que la cathode en aluminium. Et ensuite, on pourra retirer ce zinc déposé sur l'aluminium par un procédé qu'on appelle le pelage. Question, pourquoi la tension de fonctionnement ne doit pas trop augmenter? Vous pouvez y répondre en regardant ici ce diagramme-là. Si on faisait augmenter trop la tension de fonctionnement, que pourrait-il se produire? Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour y répondre. Eh bien, si on augmente trop la tension de fonctionnement, on risque de former du dihydrogène H2, bien sûr, parce que s'il y a trop de différence de potentiel entre la cathode et l'anode,
on arrive au seuil de la vague H+, donne H2, et donc ça fera une réaction parasite qui sera mauvaise. Pour finir ce cours, petit 5, loi de Faraday et rendement faradique. Lorsqu'on fait une électrolyse, on veut souvent calculer son rendement, et en particulier ce qu'on va appeler le rendement faradique de l'électrolyse, que nous allons définir ici. On peut calculer la masse de zinc qui se dépose sur l'électrode au cours du temps si l'électrolyse se produit avec une certaine intensité I. En effet, on a déjà vu la formule dQ égale I dt, bien sûr, ou Q égale I fois T si l'intensité est constante. Il y a un lien entre la petite charge créée dQ et l'avancement de la réaction dxi, qui est dQ égale Nf dxi, ou Q égale Nf xi, dans le cas où on regarde au niveau macroscopique. Il vient donc que dxi, qui sera égal à dQ sur Nf, ce sera I fois dt sur Nf, ou encore xi égale I fois T sur Nf. Donc finalement, la masse de zinc obtenue, qui est égale à l'avancement fois la masse molaire du zinc, ce sera I fois T sur N fois F fois masse molaire du zinc. Bon, ça, c'est des formules simples qu'on avait déjà vues dans les chapitres de révision. Maintenant, définissons le rendement faradique. Pour un électrolyseur, ce qu'on appelle le rendement faradique, c'est le rendement entre la masse que l'on obtient, par exemple ici la masse de zinc que l'on obtient, et la masse théorique, c'est-à-dire la masse que l'on aurait dû obtenir dans les circonstances idéales. On peut aussi dire que c'est l'intensité utile, c'est-à-dire l'intensité qui a servi à faire la réaction électrochimique, divisée par l'intensité appliquée, c'est-à-dire le courant tel qu'il est réellement passé, en imaginant qu'une partie du courant, finalement une partie des électrons qui ont circulé, ont servi à faire d'autres processus que le processus utile. Alors prenons un exemple ici. Si on parle du cas de l'électrolyse d'une solution de Zn2+, qui est réalisée avec une tension de 3,5 volts et un rendement faradique de seulement 90%. Calculer l'énergie électrique qui doit être dépensée pour produire une tonne de zinc. Donc la formule de l'énergie électrique dépensée, vous la connaissez, la formule de W électrique, elle fait intervenir l'intensité. Mais ici, comme on a un rendement faradique de 90%, eh bien, il faudra bien faire attention à ce que l'intensité qui intervient dans le travail électrique, c'est pas la même que l'intensité qui intervient dans la formule qui est ici, puisque ici, c'est l'intensité utile qui va intervenir. Et le lien entre les deux, ce sera le rendement faradique. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour faire cela, et je donnerai le résultat dans quelques instants. Alors voici le résultat. Donc, le travail que l'on va dépenser, c'est U fois I fois T, avec I ici qui est vraiment l'intensité appliquée. Mais finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'intensité appliquée. Pour relier ça à la masse de zinc formée, c'est l'intensité utile. Donc, je vais transformer ce I en un I utile sur OF en appliquant la définition du rendement faradique. À partir de là, le I utile, lui, je vais pouvoir dire qu'il a servi à former le zinc et je vais pouvoir le remplacer par 2 fois F fois mZn sur masse molaire du zinc. Et donc, il viendra que le travail sur la masse de zinc formée égale 2 FUT sur masse molaire du zinc fois rendement faradique, autrement dit 11,5 MJ par kilo. Ce genre de question où on fait intervenir le rendement, elle intervient souvent dans les exercices où on utilise des électrolyseurs. Et donc il faut bien différencier l'intensité appliquée, qui est l'intensité qui va intervenir dans le travail électrique fourni au système, et l'intensité utile, qui est celle qu'on peut relier à la masse de zinc formée. Et le lien entre les deux, c'est ce rendement faradique. Pour terminer ce chapitre, quelques remarques sur la notion d'accumulateur. Un accumulateur, c'est tout simplement un système qui peut fonctionner soit en générateur, donc comme pile, soit en récepteur, donc comme un électrolyseur, ce qui permet de stocker de l'énergie électrique pour l'utiliser ultérieurement. On parle de batterie d'accumulateurs lorsque plusieurs accumulateurs sont reliés entre eux, ce qui permet d'obtenir un accumulateur qui a une plus grande capacité, ou alors un accumulateur qui va permettre de débiter à une tension plus grande en fonction de la manière dont on les relie. L'exemple le plus classique, c'est le cas des accumulateurs au plomb, avec pour électrolyte une solution d'acide sulfurique concentré, puisque c'est les accumulateurs qui correspondent aux batteries des voitures. On verra quelques exemples d'accumulateurs dans les exercices. Mais finalement, faire un exercice sur un accumulateur, c'est comme faire un exercice sur une pile, puis faire un exercice sur un électrolyseur.